invitée avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine Hainaut est avec nous, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir Grégoire. François Collet est à nos côtés également, directeur adjoint de la gestion de DNCA. Bonsoir François. Et François Rimeux nous accompagne ce soir, stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver tous les trois. François Rimeux, je vous passe la parole sur le bilan de ces décisions de politique monétaire. Intéressant, la Fed peut s'autoriser une pause, visiblement, quand la BCE n'a pas le choix de s'autoriser une pause à ce stade. C'est ce qu'on comprend quand même de cette séquence. Je ne suis pas sûr si intéressant d'écrire bien ce qu'on a vécu hier soir et aujourd'hui. On a été vraiment absolument pas surpris par les décisions, tout était attendu, donc il n'y a pas de surprise, hein. L'économie américaine va très bien, Powell fait une pause, c'était largement attendu. Unanime. Ouais, c'est unanime. Ouais. Il n'y a qu'à la BOE, on a des votes qui ne sont pas unanimes, mais non, c'était complètement attendu. Le 18 décembre, il y a eu un petit changement de ton qui était très clair et logique après les chiffres d'emploi et d'inflation qui étaient sortis de manière très robuste pendant le Q4. Et là, on est sur la même tendance. Et la BCE, c'est un peu l'inverse. La zone euro n'a pas de croissance, a moins de signes inflationnistes, même si on a encore des hausses de salaire un peu trop fortes. Et donc, la BCE n'a pas d'autre choix que de continuer à baisser gentiment ses taux. Mais tout ça a été complètement téléguidé, il n'y a pas de surprise, donc il n'y a aucune surprise. C'était la partie facile, j'ai envie de dire, jusqu'à présent. Cette pause de la Réserve fédérale américaine, comment vous la comprenez? Alors, il y a eu un peu de nettoyage de la communication, hein, du statement préliminaire. Je crois que Jérôme Powell a voulu ne pas laisser surinterpréter le fait qu'on ait enlevé notamment une phrase qui indiquait que l'économie progressait vers 2% d'inflation, qu'on enregistrait encore des progrès vers 2% d'inflation. Il a recommandé de ne pas accorder trop d'importance à ce sujet-là. Néanmoins, quelle peut être la durée de la pause de la Réserve fédérale américaine à ce stade, avec les éléments d'information qu'on peut avoir? On comprend en filigrane que mars est peu probable et que juin a l'air d'être la prochaine destination si jamais les chiffres d'inflation sortent conformes aux attentes. De toute façon, il n'y a que deux chiffres à regarder, c'est les chiffres d'inflation et les chiffres d'emploi. On a bien vu que pendant l'été, ils ont été plutôt décevants, inflation basse et chiffre d'emploi décevant, donc de 50 BP en septembre, l'inverse au Q4. Donc là, on est dans un environnement où les attentes sont assez élevées, contrairement à début 2024 ou début 2023, on avait les attentes faibles sur l'économie américaine. Là, c'est assez fort. Et donc, on a une posture assez hawkish. Donc, première cible, a priori, pour Powell, ça semble être juin comme prochaine potentielle baisse, mais ça va vraiment dépendre des chiffres, en fait. Ils sont exactement comme nous, hein. Ils n'ont pas plus de boule de cristal que nous. Donc, il y a deux chiffres à regarder. Enfin, deux chiffres un peu plus. Oui, c'est l'emploi et l'inflation. Il n'y a que deux sujets. Valentine, comment vous regardez alors ces décisions, mais on peut commenter peut-être celle de la Fed hier soir, cette idée de pause, jusqu'où est-ce que ça peut nous emmener et qu'est-ce qui va faire ou non sortir la Réserve fédérale américaine de sa pause, emploi, inflation. Il y a aussi, j'imagine, le facteur Trump qui va rentrer en jeu avec peut-être, offrant peut-être à un moment un peu plus de visibilité quand même sur les choix de politique économique et les impacts potentiels de ces choix de politique économique. Moi, je trouve que contrairement à la BCE, je trouve que la Fed est aujourd'hui dans une position très confortable. Et ce qui lui permet de marquer une pause, qui s'explique pour trois raisons. Il y a une économie américaine qui est très résiliente. La croissance économique, elle est plus forte que ce à quoi ils s'attendaient sur tout le deuxième semestre. Après, on a une tendance à la désinflation qui est beaucoup moins forte par contre, une inflation qui reste plus élevée. Ce qui est un peu gênant. Et il y a cette incertitude avec la politique de Trump. Donc aujourd'hui, il y a quand même, je dirais, si on regarde sur les marchés, il y a quand même une incertitude de la part des investisseurs sur mais où est-ce que va l'économie américaine ? Est-ce qu'on va sur une économie où on continue d'avoir une croissance qui reste durablement au-dessus du potentiel, avec une inflation qui peine à revenir à 2%, ce qui veut dire en gros pas de baisse de taux de la Fed, ou est-ce qu'on est, comme nous on l'anticipe, ou beaucoup d'investisseurs aussi, une économie qui ralentit avec une inflation qui revient bien à 2%, peut-être évidemment pas cette année, mais l'année prochaine. Donc maintenant, il y a ces deux scénarios. Après, il y a le troisième qu'on a un peu abandonné là, c'est ce scénario où rebond de l'inflation et à nouveau hausse de taux. Donc ce scénario un peu extrême, on l'a aujourd'hui abandonné. Les marchés sont revenus plutôt sur un scénario de baisse de taux, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas très clair sur quel scénario on va osciller sur les prochains mois. Il y a énormément, je dirais, d'incertitudes. Il y a certes l'incertitude Trump, indéniable, les tarifs douaniers, les baisses d'impôts, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc ça reste quand même. Mais je dirais, il faut aussi prendre un peu de recul. Tout n'est pas que Trump dans l'économie américaine.
Oui. Je crois que c'est quand même... Il est là depuis 4 ou... Oui, même pas 4 semaines, non, il est là depuis le 20 janvier. Donc, c'est quand même intéressant de rappeler qu'en général, il y a quand même une certaine continuité dans ce qui se passe. Ouais. Et pour moi, ce qui est extrêmement important aux États-Unis aujourd'hui, c'est cette vague d'investissement qu'on a eu ces dernières années, qui a marqué une divergence très importante avec les États-Unis par rapport aux autres économies développées. Vague d'investissement, surtout dans tout ce qui est numérique, nouvelles technologies. La question pour moi, beaucoup peut-être plus importante que les tarifs, etc., c'est qu'est-ce qui va sortir de cette vague d'investissement? Quels vont être les gains de productivité qui vont faire suite à cette vague d'investissement? Ce qu'on voit jusqu'à présent, depuis le Covid, c'est quand même une économie américaine, et ça c'est quand même génial, qui arrive à avoir des gains de productivité importants. Alors qu'en zone euro, on est sur des gains de productivité. En France, ça baisse. Oui, bien sûr. Quasi nul. Et donc, pour moi, c'est ça la question. Si on est sur une économie qui arrive à générer des gains de productivité, c'est pas évident que la Fed, elle est franchement... Oui, avoir des taux à 4%, ça peut ne pas être un problème. On change un peu de régime, quoi. Et donc c'est cette question, pour moi, qu'on doit se poser aujourd'hui, et qui est évidemment absolument pas évidente. La réponse n'est pas évidente. Mais c'est cette question qu'on doit se poser. François Collet, comment vous réfléchissez là au chemin naturel de l'économie américaine pour 2025 et quand vous faites la balance des risques, quel est le risque principal qui peut peser sur l'économie américaine? Est-ce que c'est celui quand même d'un ralentissement qu'on attend depuis longtemps, qui pourrait être peut-être plus important que prévu, ou est-ce que c'est une poursuite, voire je sais pas, une surchauffe qui continuerait de s'exacerber? Alors, les deux sont peut-être pas finalement si incompatibles que ça. On verra, effectivement, si on regarde l'économie, qu'on fait abstraction du politique, je pense que le risque, c'est une poursuite de la croissance américaine, c'est clair. Le politique fait que une des raisons de la surperformance de l'économie américaine, il y en a beaucoup, mais une des raisons, c'est la forte hausse de la population active et la forte hausse de l'immigration qu'on a eue au cours des dernières années. J'ai peur que cette hausse de l'immigration soit derrière nous et que dès lors, on ait un peu moins de croissance liée à moins d'afflux de travailleurs. Ouais. Et finalement, si on a moins de travailleurs, ça peut vouloir dire qu'on a d'une part moins de croissance, mais également un petit peu plus d'inflation, en tout cas des tensions qui restent sur le marché du travail, puisque les entreprises auront du mal à trouver des travailleurs. Donc finalement, on peut avoir les deux. Une économie qui ralentit avec une inflation qui reste un peu trop élevée. En tout cas, le programme de base de l'administration américaine qui est en soi... qui est difficile à suivre, parce qu'ils vont faire évidemment plus de croissance, mais moins de dépenses publiques. Il y a quand même beaucoup d'incohérences dans leur programme. Mais si on suit les deux outils principaux que sont les barrières douanières et un stop sur l'immigration, ça pousse à anticiper un peu moins de croissance et un peu plus d'inflation. C'est un peu l'idée stagflationniste, quoi. Alors sans aller peut-être jusqu'à un régime de stagflation, mais il y a un peu cette idée-là dans ce que vous décrivez. Il y a un petit peu cette idée-là. Alors il y a certaines forces désinflationnistes aux US que Jérôme Powell a évoquées hier soir, sur l'évolution des prix des loyers notamment. Néanmoins, j'ai tendance à exclure, dans les trois scénarios qui ont été précédemment cités, j'ai tendance à exclure le scénario d'une hausse possible des taux de la part de la Fed. Je pense que Jérôme Powell est courageux, mais pas téméraire, il ne faut pas exagérer. Ça me paraîtrait excessivement compliqué pour lui de... Déjà qu'il il prend des tweets assassins suite à la réunion d'hier parce qu'il n'a pas baissé. Ouais. Mais alors monter, ce serait un affront gigantesque et je donnerais peu cher. Après, ça peut être juste les investisseurs qui anticipent, même s'il n'y a pas l'action de Jérôme Powell. Oui, mais in fine, ça me semble quasi impossible de voir une hausse des taux. Aujourd'hui, c'est compliqué d'imaginer ce scénario. Cette année. Donc, partons de ce principe, on aura soit un statu quo, soit une baisse ou des baisses. J'ai tendance à penser que le premier semestre de l'économie américaine va continuer sur un rythme élevé, mais qu'à un moment ou un autre, on va avoir cet effet ralentissement sur l'économie américaine, sans doute en deuxième partie d'année.
D'accord. Donc si la prochaine baisse se situe en juin, ça pourrait ne pas être non plus la dernière de ce cycle ou de cette année 2025 pour la Réserve fédérale américaine. François Rimeux, sur la conversation entre Jérôme Powell et Donald Trump, alors une conversation à distance pour l'instant, puisque Jérôme Powell a dit qu'il n'avait pas eu de contact avec Donald Trump depuis sa réinstallation à la Maison-Blanche le 20 dernier, ou avec les équipes de la Maison-Blanche. Ça reste du théâtre, c'est un théâtre qui peut être un peu pesant quand même aussi, et pour Jérôme Powell peut-être, et pour les investisseurs et les marchés. Toujours la question de la crédibilité, de l'indépendance derrière, etc. C'est sans doute pesant pour Jérôme Powell, ça c'est sûr. Ça ne va pas être facile à vivre tous les jours. Dans le passé, il a déjà montré, à travers différentes communications, qu'il quand même tenait assez à son indépendance et que voilà, il ne se laisserait pas, entre guillemets, pas faire, et que la Fed gardait toute son indépendance. Donc je pense qu'il va rester sur cette ligne-là, tout en essayant de ménager Mr. Trump, ce qui n'est pas forcément évident. Mais donc le fait qu'il n'ait pas de contact, en fait, je pense que ça lui va assez bien. Tant qu'il n'a pas de contact et tant qu'il ne se fait qu'attaquer par voie de presse, je pense qu'il peut gérer ça et continuer, entre guillemets, à mener sa politique comme d'habitude. Et quand on regarde les textes de loi, ça semble quand même assez compliqué que Trump aille jusqu'à forcer un licenciement ou une destitution. Enfin bref, on appelle ça comme on veut. Mais ça semble un peu compliqué quand même. Donc, je pense que le cas de base, quand même, c'est de se dire que Powell va aller jusqu'à son terme, tranquillement, et va continuer à mener sa politique normalement, en tout cas pendant les 12 mois qui viennent. Ensuite, on verra qui est en tête de liste pour le remplacer. J'ai l'impression que Waller est un peu en campagne et à les faveurs des pronostics aujourd'hui. Il est passé bizarrement très dovish depuis quelques semaines, alors qu'il était quand même un peu moins auparavant. C'est pas le seul, ils sont tous un peu en campagne pour différents postes. Donc on verra ce qu'il en est derrière. Mais en tout cas, pour les 12 mois qui viennent, je pense qu'on peut avoir un Powell normal, une Fed avec une fonction de réaction qu'on connaît, donc assez logique. Et imperméable, quel que soit le niveau de critique que Trump pourrait soumettre. Parce qu'à un moment, on se dit que trop de critiques de Trump, ça peut aussi figer ou raidir un petit peu la position de la Fed si elle devait chercher à effectivement baisser les taux. Se dire que, on n'a pas envie de donner l'impression qu'on le fait sous l'influence d'un flot de critiques émanant du président, quoi. Je ne pense pas. Ouais. Je pense qu'ils garderont quand même un cap assez clair et que s'ils doivent baisser les taux parce que l'inflation, parce que l'emploi, parce que sais-je, ils le feront normalement, même si c'est dans le sens de Trump. Je ne pense pas qu'ils iront à l'inverse en disant il va absolument que je baisse les taux, je vais être au quiche. Je ne pense pas que ce soit... Ok. Je ne vais pas marquer mon indépendance en faisant l'inverse de ce que les données me guideraient à faire. Entre guillemets, sa carrière est un peu derrière lui. À Powell, il sait que la fin arrive. Voilà, il va retourner au bord de sa réserve fédérale ensuite. Donc, c'est derrière lui. Aujourd'hui, son héritage, c'est de laisser un truc assez propre. Donc, je ne pense pas que... En plus de ça, jouer à une guerre via médias interposés ou on trouve à ce type de jeu-là avec Trump... c'est quand même très dangereux, très casse-gueule. Et je ne vois vraiment pas ce qu'il aurait à gagner. Vraiment pas. D'accord avec ça, Valentine? Tu as un mot à dire dessus, en non, plus. Pour l'instant, je pense que ce qu'on peut regarder dans la dernière conférence de presse, c'est qu'il est resté très, très élégant. Alors, évidemment, l'administration Trump amène un niveau d'incertitude sur l'impact des mesures qu'ils peuvent prendre sur la croissance et l'inflation. Donc ça, ils le prennent en considération. Mais après, il a dit très clairement qu'il n'était pas là pour commenter les propos et les actions des hommes politiques. C'était très clair, c'était net, c'était propre. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'était élégant, c'était droit. C'est sans doute la ligne qu'il va essayer de tenir pendant toute l'année. Je pense, oui. Comment vous réfléchissez, Valentine, chez Amundi, à la question des tarifs? Alors évidemment, tout n'est que spéculation, on n'a pas les permutations aujourd'hui sur la table, mais c'est vrai qu'il y a l'idée chez Trump, et c'était quelque chose qu'il répétait dans sa campagne, en tout cas il y avait eu cette phrase assez... je ne sais pas comment la qualifier, assez trumpienne, nos amis ont plus profité des États-Unis de nous que nos ennemis. Donc ça, c'est quand même l'état d'esprit dans lequel Trump, à travers lequel Trump regarde le monde, ce qui se traduit par des menaces très directes sur des pays partenaires historiques comme le Canada. Ou le Mexique, dans une zone économique qui est censée être une zone... Il parlait peut-être de son ami Xi Jinping.
Alors, c'est son ami Xi Jinping. Peut-être que dans le monde renversé de Trump, effectivement, peut-être que l'ami c'est la Chine et l'ennemi c'était le Mexique. Pourquoi pas? Bon, enfin, sur le plan du partenariat commercial, je crois que voilà. Donc, on a tous été un peu surpris de le voir s'attaquer, en tout cas verbalement, à ces pays partenaires. Il y a l'idée qui semble être défendue par Scott Bessent, c'était le cas lors de son audition de confirmation devant le Sénat, d'une stratégie de tarif assez universelle mais graduelle, partant de tarifs additionnels de 2,5% qu'on pourrait rehausser chaque mois. Je sais pas, dans les formules qui circulent, il y en a une qui est meilleure que l'autre, toutes sont négatives. Non. Nous, le scénario de nos économistes, c'est un peu un scénario de stagflation. C'est-à-dire que voilà, ces hausses de tarifs douaniers contribueraient à augmenter l'inflation. C'est négatif croissance et positif inflation. On regarde. Je pense que Trump, c'est quand même un homme de négociation. C'est un homme qui aime les deals. Quoi. Et je pense que ces tarifs douaniers, cette menace de tarifs douaniers, c'est quand même un outil pour obtenir ce qu'il veut. Et obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire on est toujours, et ça c'est une continuité pour moi avec l'administration Biden, même si ça prend des formes très différentes, avec les États-Unis en premier. Et avec la volonté de renforcer les investissements aux États-Unis, avec la volonté de protéger la fiscalité très basse des entreprises américaines, avec la volonté de déplacer les investissements des entreprises étrangères aux États-Unis. Donc il y avait vraiment toujours cette volonté de maintenir un niveau d'investissement élevé et de favoriser la fiscalité pour ces grandes entreprises. Pour moi, ces risques, ces menaces de hausse de droits de douane vont quand même pas mal dans ce sens-là. Donc vous avez le sentiment que Donald Trump se retiendra de punir le consommateur américain ou les entreprises américaines en les taxant, quoi, à travers des tarifs. Se retiendra, oui. Après, ça restera. On peut. Bah non, mais... Un petit oui. Non, après, s'il y a des hausses, je pense que ce sera ciblé, ce sera sur des produits. Mais ce qu'il veut vraiment aujourd'hui, et c'est ce qui était fait sur la Biden, c'est motiver les entreprises pour déplacer les investissements. Et ça, c'est ce qui avait déjà été fait. Et ça, je pense qu'on va continuer sur cette lignée aux États-Unis. Comment vous réfléchissez à ces questions de tarifs, François? Moi, j'ai eu quelques patrons en parlant avec eux. Qu'est-ce que vous préférez? Des tarifs qui peuvent progressivement monter chaque mois? Chaque mois, on ne sait pas ce qui se passera le mois suivant. Donc, une incertitude qui finalement perdure. Ou est-ce que vous préférez un one-off? Allez, 10%, 15%, c'est réglé, on s'adapte, l'euro baisse et on passe à autre chose, quoi. Je pense que c'est sûr que tout le monde préfère un one-off. Ouais, c'est ça. C'est certain. Mais malheureusement, l'incertitude est là pour durer. Et elle pèse déjà. Elle pèse déjà, cette incertitude. Elle pèse déjà, oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Donc malheureusement, j'en sais pas plus que ce soit ici. Je ne sais pas si Donald Trump a lui-même la réponse de ce qui risque d'annoncer dans les prochains jours. Mais il faut attendre et puis on essaiera de prendre les dispositions nécessaires dans les portefeuilles en fonction des annonces qui seront faites d'ici là. Mais est-ce que ça peut être un effet, on achète la rumeur, on vend la nouvelle? C'est-à-dire que l'incertitude des tarifs ou la menace, la perspective de tarifs, elle est déjà en partie dans les prix, j'imagine, aujourd'hui, quand on regarde l'Europe, par exemple. En partie. Ouais. Le jour où c'est annoncé, est-ce qu'il peut y avoir presque, alors j'exagère peut-être un peu, mais un effet de soulagement? Ça y est, enfin on sait et on réajuste un peu le ça tir en dépend fonction. du niveau. Quoi. Oui, bien sûr. Ça dépend du niveau. Bien. Savoir ce qu'il y a de pricé dans les marchés et dans quel marché aujourd'hui, c'est assez difficile. C'est certain que dans les parités de change, il y a une partie de tarif qui est pricée. C'est certain aussi qu'il y en a une dans l'évolution des marchés equity, avec les equity européennes qui ont largement sous-performé au cours du dernier trimestre de l'année dernière, qui rattrape en partie depuis le début de l'année, mais il va falloir... c'est encore une fois assez difficile, le positionnement d'un investisseur est toujours pas évident à appréhender. Donc oui, on va avoir de la vol, mais je pense qu'il faut être patient pour se faire une idée, parce que, et c'est ce que dit Powell aussi d'ailleurs, il faut qu'on attende que ces mesures soient mises en place, de voir leur effet, de voir s'il y a des contre-mesures qui sont prises par d'autres pays, et je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Non. C'est toute une séquence que Powell veut observer, et Christine Lagarde aussi, j'imagine. Justement, François Rimeux, sur la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce que vous retenez? Pas grand-chose n'a changé, en fait. Voilà. C'est ce que vous disiez.
Il n'y a pas de nouveau, quoi. On n'a rien appris et on n'attendait rien, en fait. Donc, tout est conforme, entre guillemets, à ce qui était attendu lors de la dernière réunion de décembre. La croissance est toujours pas bonne. Elle a plutôt tendance à être révisée encore légèrement à la baisse. Alors, on peut faire un scénario, entre guillemets, relativement positif, en tout cas par rapport aux attentes actuelles pour l'année 2025-26, on va dire, si tout se met correctement en place pour la zone euro. Mais il y a énormément d'incertitudes, à commencer par Trump, mais pas uniquement. Et donc, on est toujours dans le même scénario d'une croissance faible. On a fait 0,7 en 2024 autour. Enfin, on avait fait 0,5 l'année d'avant. Voilà. Un peu mieux. On attend 1 pour 2025. Ce serait incroyable. Mais bon, on attendait 1,40 en septembre. On est déjà à 1. Donc, on voit qu'on révise toujours à la baisse. Donc, le momentum est exactement le même. Et donc, on est toujours dans le même climat. Et donc, la BCE, elle va aller vers son taux neutre qu'elle estime... je ne sais pas combien, 2, 2,5 si on en croit. La fourchette, c'est 1,25, 2,50. La fourchette théorique mesurée par le staff, c'est 1,25, 2,50. Ouais, alors j'ai l'impression que quand on... Alors ça se resserre, selon les banquiers, selon ceux qui parlent, ça peut se resserrer un peu. En tout cas, les plus écoutés, les Schnabel et autres, sont plutôt à 2,5. Plutôt à 2 plus, oui. Ce qui semble élevé pour la BCE, en tout cas pour... ce qu'on peut faire en termes de croissance potentielle en zone euro aujourd'hui, ça semble quand même un peu élevé. Ils sont censés nous sortir un papier le 7 février sur le Airstar, donc on verra. Le taux neutre réel. Il y a quand même peu de chances que ce soit très différent de ce qu'ils nous ont raconté là. Donc on est toujours sur cette même estimation, ce qui conforte le pricing de marché aujourd'hui, puisqu'on est sur un taux terminal qui est autour de 2. Et donc voilà, on est toujours dans cet environnement-là, on va baisser de 25 points de base pour aller jusqu'à 2, et puis après... On verra, mais il est probable qu'une fois qu'on sera arrivé à 2%, on ait toujours une croissance très faible en zone euro, parce qu'en fait... Et on s'aperçoit que c'est peut-être pas le taux neutre encore. On a vraiment de problème, on en a d'autres. Et donc, ce taux est peut-être encore un peu trop élevé, mais il peut se passer tellement de choses entre maintenant et juin que c'est... Mais l'idée du tâtonnement, pour l'instant, c'est le schéma, c'est la manière dont la fonction de réaction de la BCE ne va pas changer à la prochaine réunion. 3-4 meetings, on a l'impression que c'est un peu tracé, hormis choc. Il peut toujours se passer un truc qu'on n'a pas vu, évidemment. Mais si ça se passe comme prévu, c'est-à-dire croissance molle et inflation qui reste dans les clous, en gros, d'une désinflation progressive en zone euro, c'est assez connu, on va vers 2, et puis après on verra. Bon. On verra. Donc on a 2,75 taux de dépôt. Encore une fois, 2, c'est le taux neutre, on va dire médian, je ne sais pas comment le qualifier, mais il y a une limite haute à 2,5. C'est-à-dire qu'en mars, réunion du 6 mars, on va baisser encore de 25, on va être à 2,50 taux de dépôt. Là, on touche déjà une limite des bornes d'estimation du taux neutre au sens de la Banque Centrale Européenne. Donc, si ça arrête à 2,50... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne pourra pas nous dire, comme elle nous disait tout à l'heure, est-ce qu'on va au taux neutre? J'en sais rien. On fera meeting par meeting. À 2,50, on touche la limite de leur estimation. Donc, je pense que s'ils veulent s'arrêter en mars et s'arrêter à 2,50, il va falloir prévenir le marché assez rapidement. Oui, parce que c'est pas ce que le marché a en tête, vu les prévisions de croissance, les prévisions d'inflation, ce qu'anticipe le marché de l'inflation. Bref, c'est pas vraiment le scénario anticipé aujourd'hui. Donc, soit on a tout d'un coup un choc de productivité en zone euro qui arrive par magie, Lucie devient une IA qui fonctionne, enfin que sais-je, il se passe un truc, mais sinon c'est trop. Je pense que c'est quand même très peu probable. Bon, vous voyez une BCE droit dans ses bottes, en tout cas qui ne va pas varier là sur les prochains meetings de sa ligne de conduite graduelle, step by step, meeting par meeting, donnée par donnée, même si on ne regarde pas les points de données, on regarde quand même les données. Enfin bon. Je pense que le mot tâtonnement, c'était vraiment le bon mot. C'est ça. Parce qu'ils n'ont même pas discuté d'une possible baisse de taux de 50 points de base. Même pas discuté. Alors, si on regarde aujourd'hui le momentum de croissance de la zone euro, il n'est vraiment pas bon. Avec des croissances qui reculent en Allemagne et en France. Et surtout, ce qui est quand même intéressant, c'est la dernière enquête sur les prêts de la BCE. Où on voit que les conditions de crédit pour les entreprises se sont resserrées au dernier trimestre. Alors qu'on est dans une phase d'assouplissement de la politique monétaire. C'est quoi? On peut mettre ça sur le compte du délai de transmission de la politique monétaire Non, c'est très simple. C'était expliqué d'une hausse des incertitudes de l'environnement. Voilà, donc les banques, elles sont assez prudentes parce qu'elles voient les dynamiques de croissance qui ne sont pas bonnes. Quand on regarde les taux de défaut en France, en Allemagne, ils sont en hausse.
Eh bien, aujourd'hui, les banques sont très très frileuses pour prêter, donc elles durcissent les conditions d'octroi de prêt aux entreprises. C'est quand même pas très bon. Et puis si on regarde, alors si l'Espagne, l'Italie se portent bien, les dynamiques sur les marchés de l'emploi en France et en Allemagne sont franchement mauvais. En Allemagne, on a plus de 100 000 chômeurs l'année dernière. En France, par contre, en Allemagne, on est vraiment pénalisé. L'Allemagne est pénalisée par le secteur manufacturier. Si on regarde la production industrielle, elle est 15% en dessous du pic qu'on avait au moment avant le Covid. Et le marché de l'emploi n'a toujours pas été impacté, alors que 20%, globalement, 20% des emplois viennent du secteur manufacturier. Donc la dynamique est extrêmement mauvaise. Et en plus, en zone euro, on est quand même face à des problèmes structurels de déficit en investissement. Donc même si la question n'est pas juste une question de taux, on est tous d'accord autour de cette table, c'est évident, mais la variable taux est quand même assez importante. C'est une condition peut-être nécessaire, mais pas forcément suffisante, effectivement. Exactement, il est quand même urgent pour moi que la BCE baisse ses taux rapidement. Et ce qui va être Vous auriez aimé voir 50 points de base aujourd'hui, là ? Oui. Moi, oui. Après, je pense que ce qui va être intéressant, c'est s'il y a un changement dans le discours de la BCE. Parce qu'on est toujours sur un discours de reprise avec la baisse de l'inflation, les revenus réels positifs. Et moi, ce que j'attends, c'est est-ce qu'à un moment, on va avoir un changement où là, on dit... Constater que ça repart pas. On va devoir avoir une politique monétaire qui soutient l'économie. Ça, moi, ce que je me dis, c'est à un moment, on peut avoir ce changement-là. Qu'est-ce qui pourrait faire varier la fonction de réaction actuelle de la Banque Centrale Européenne, François ? Et puis, effectivement, est-ce que les 5 baisses de taux depuis juin dernier, est-ce qu'elles commencent déjà à se transmettre en partie dans l'économie, ou est-ce qu'on est encore en train de vivre avec le choc de la restriction monétaire des trimestres précédents ? Je pense que la BCE ne va pas faire 50 BP. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a qu'un seul objectif. Son objectif, c'est l'inflation. L'inflation des services est toujours à 4% en zone euro. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas baisser trop vite. Évidemment que s'ils avaient un objectif dual ou s'ils regardaient plus la croissance, ils se dépêcheraient de baisser les taux plus que ça. Mais aujourd'hui... c'est impossible de faire des baisses de taux de 50 BP quand on a une inflation des services qui traîne toujours aux alentours des 4%. Même s'ils ont l'air assez confiants quand même, dans l'idée que ça va converger, qu'il n'y a pas besoin d'attendre que les services soient à 2. Confiants que les services vont diminuer, et ça fait un certain temps qu'on est stuck autour de 4%. Ça fait un an. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas aller plus vite que ça. Ensuite, oui, si cette inflation des services vient à diminuer parce que on a un marché du travail qui ralentit, plus de pression à la hausse sur les salaires, et donc ça se transmet, ou un petit regain de productivité, et que ça se transmet par des baisses de prix sur les services ou par une moindre inflation des prix des services, à ce moment-là, oui, je pense que la BCE ira en territoire accommodant sans aucun souci. Mais aujourd'hui, le sujet principal de la BCE, ça reste l'inflation. Son mandat, c'est l'inflation. C'est pas de faire en sorte qu'il y ait plus ou moins de chômeurs en zone euro. C'est pas de faire en sorte de relancer la croissance. C'est de faire en sorte que l'inflation soit autour de 2%. Alors, effectivement, on peut imaginer que si la croissance européenne reste faible, ça va finir par avoir des pressions à la baisse sur l'inflation, et que la Banque centrale pourra réagir. C'est pour ça d'ailleurs que la BCE est déjà en train d'enclencher un cycle de baisse des taux. Mais il va falloir être encore un petit peu patient avant de voir les taux à 2, voire en dessous de 2. Ils veulent des évidences, des preuves. Non, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais le vrai sujet avec cette stratégie de la BCE qui s'inquiète aujourd'hui de l'inflation, c'est que ça oblige à aller parfois beaucoup plus bas encore. Et de l'inflation et des hausses de salaire. Même si quand on écoute Philippe Laigne, il est très confiant qu'il y ait quand même des fortes baisses de salaire sur les 2 prochaines années. C'est que c'est des variables retardées de l'économie. C'est ça, moi, aujourd'hui, qui m'inquiète. C'est qu'aujourd'hui, on maintient un niveau de taux qui est quand même extrêmement restrictif parce que l'économie européenne, à cause d'un état passé de l'économie... Elle ne dit pas qu'elle veut voir l'inflation dans les services à 2% avant de continuer de baisser. Mais il baisse les
les taux, mais c'est ce qui les empêche d'avoir une action plus rapide. Bon, gardez la parole. Valentine, qu'est-ce qui fait une stratégie obligataire là, pour cette année 2025 ? Est-ce que ça change par rapport aux années précédentes et comment c'est quoi le playbook ? Ma conviction, c'est les taux courts de la zone euro, je les vois beaucoup plus bas. Donc je reste quand même sur une conviction de pontification des courbes et je trouve qu'il y a de la valeur sur les taux courts. On est d'accord. Exactement. Il y a de la valeur par les taux courts. Les taux US, franchement, c'est pas évident. Et si aujourd'hui on regarde sur l'ensemble de la courbe. Aujourd'hui, notre scénario central est reflété par les niveaux de taux aujourd'hui aux États-Unis. Après, ce qu'il faut vraiment essayer de comprendre, c'est est-ce qu'on va changer ou pas de modèle économique aux US. Donc, c'est vraiment pour moi cette question aujourd'hui qui me taraude, qui est pas simple. Et le risque, c'est que les taux longs en zone euro soient tirés par les taux allemands, par les taux américains, et donc la capacité d'action, c'est les taux courts. Après, ça c'est pour les taux, et pour le crédit, on reste dans un environnement crédit actif risqué qui reste extrêmement favorable. Tant qu'on a une croissance, certes elle n'est pas exceptionnelle, mais elle reste néanmoins résiliente. Et puis on a quand même des facteurs de soutien. Ni trop chaud ni trop froid, le crédit aime bien ça. Exactement, on va essayer d'être positif quand même, les facteurs de soutien. On a quand même les baisses de taux de la zone euro qui à un moment ou à un autre vont soutenir la croissance. Peut-être un peu de fiscal, on peut encore rêver de la part des Allemands. De la part des Allemands. Après un peu de soutien un peu de soutien aussi en politique en Chine. Donc il y a quand même moyen qu'on ait... il y a des catalystes potentiels il y a quand même moyen qu'on ait quand même des la pièce peut retomber du bon côté sur certains sujets. Néanmoins, les baisses de taux, on voit bien que sur l'immobilier des entreprises, les taux pénalisent l'investissement, etc. Mais on voit quand même qu'il y a une reprise qui frémit un peu sur tout ce qui est immobilier résidentiel. Donc ça, le crédit, on reste positif. Tant qu'on est dans une économie résiliente et on baisse les taux et qu'on a des anticipations d'inflation à moyen terme qui restent bien ancrées, c'est positif pour le crédit. Bon, le playbook obligataire pour DNCA, la stratégie 2025, les grandes lignes. C'est pas forcément la même. Nous, on a tendance à avoir plus de potentiel sur les taux américains. Le problème que j'ai sur les taux américains, c'est le timing. Et ça, j'ai assez peu d'idées sur le timing. Il faut être honnête là-dessus. Mais on est sur des niveaux de rémunération qui sont de 4,5%. Et ce qu'on a en tête, c'est qu'au cours des prochaines années, on verra les taux sous les 4%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend 3 ans, grosso modo, on est en mesure d'espérer de faire 20% de performance en dollars. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est acheter les taux américains non couverts du risque de change. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette divergence de croissance économique. Ces possibles tarifs douaniers qui sont des forces très importantes pour le dollar. Il y a énormément de risques sur l'euro. La cohésion européenne prend pas forcément une très bonne direction. Je suis assez méfiant des résultats des élections allemandes. Alors, ça se tend là. Oui, on sait qui sera le prochain chancelier, mais avec quelle coalition Est-ce que l'AfD à elle seule aura une minorité de blocage pour des réformes institutionnelles? C'est quelque chose qui nous paraît possible. Et puis, en France, on n'est toujours pas. On n'a toujours pas ce budget 2025. Donc tout ça fait peser pour nous un risque à la baisse de l'euro contre le dollar. Les taux américains sont, quoi qu'il arrive, significativement au-dessus de ce qu'est le taux neutre. J'ai aucune idée de quand on reviendra au taux neutre, si c'est en 2025, en 2026 ou en 2027, mais il y a bien un moment où on y retournera. Et donc finalement, on trouve qu'il y a du potentiel sur les taux américains non couverts du risque de change. François Rimeux. On a un peu la même idée sur les taux US en disant qu'aujourd'hui, quand on regarde le taux terminal de la Fed, le marché le voit à 4%, en gros. C'est-à-dire 4%, c'est restrictif. Powell l'a rappelé hier. On est en territoire restrictif toujours. Et donc, même raisonnement, c'est que la symétrie est plutôt positive à acheter les taux américains sur les parties courtes, mais ça vaut aussi sur les parties longues, même s'il y a la partie prime de terme qu'on maîtrise moins.
en raison de ce qu'ils peuvent faire sur le budget ou autre, ou sur tout ce qui est surtout quoi. Sur tout ce qui est seeding, debt seeding qui peut arriver. Bref, il y a un peu plus de bruit sur les parties longues, mais sur les parties court de cours, on se dit qu'on est bien rémunéré pour attendre et qu'à un moment donné, on verra moins que ça parce qu'on est en territoire restrictif. Et c'est d'ailleurs le même raisonnement que l'on a sur les parties de courbe UK, qui est un marché un peu plus compliqué, mais on price à peu près la même chose qu'aux US, mais avec une dynamique macro qui est très différente, avec des indicateurs avancés sur le marché de l'emploi qui sont très mal orientés, des indicateurs de conso qui sont très mal orientés. Et donc aujourd'hui, on a un marché de l'emploi qui tient un taux de chômage qui est faible et une inflation salariale qui est très élevée, mais on pense que ça ne peut pas rester là où c'est, vu la dynamique macro. C'est la semaine prochaine, Banque d'Angleterre. J'ai pas en tête, ils baissent. Ils baissent là de 25 BP, c'est ça. Ils n'ont pas baissé la dernière réunion, ils baissent. Mais on a peu d'attentes en fait. Et on a un taux terminal qui est aussi autour de 4% au UK. Et ce qui nous semble là aussi restrictif et sans doute plus qu'aux US. Alors même si le UK, c'est un marché compliqué. Oui, c'est un plus marché étroit, moins. Oui, bien sûr. C'est plus difficile à lire. Mais là aussi, on trouve qu'on est plutôt bien rémunéré et que c'est assez asymétrique. Donc avec un raisonnement assez similaire. Bon, il nous reste quelques minutes, petit tour de table sur DeepSeek. François Rimeux, commencez, je sais pas, bon, il y a plein d'entrées possibles. Non, mais c'est l'idée d'une... Alors, tous commoditise, tous normalisent et tous neutralisent à la fin de l'histoire. Mais là, c'est vrai qu'il y a visiblement une accélération de cette idée de la commoditisation de l'IA ou des modèles d'IA génératives. C'était une perspective que tout le monde avait en tête, mais là, ça pourrait aller beaucoup plus vite que prévu. Alors, je ne vais pas me faire passer pour un spécialiste de l'IA que je ne suis pas. L'histoire de DeepSeek et autres, Queen 2.5 qui est sorti juste après le truc d'Alibaba. Donc, clairement, personne ne parle. On parle que de DeepSeek. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Baba dit qu'ils font mieux que DeepSeek. Voilà, mais on les écoute pas. On parle que du premier. J'ai pas compris pourquoi. Après moi leader. Bref, j'ai quand même passé mon temps à essayer de me renseigner sur cette histoire parce qu'évidemment, ça a des impacts forts sur les marchés actions et potentiellement d'ailleurs. Si on parle de macro US, on peut se dire que la macro US tient par le consommateur et par l'effet richesse aussi, qui fait qu'on consomme beaucoup. Et que si jamais l'effet richesse est moins là parce que le marché action est un peu moins en forme, ça pourrait avoir des effets macro. Bon, bref, on peut rien qu'NVIDIA est la valeur la plus détenue par les particuliers américains. Voilà, ils en ont énormément racheté. Et ils en ont beaucoup racheté depuis lundi. On voit bien qu'il y a un effet, il y a des effets qui vont dans les deux sens, entre marché action et macro. Ce qui nous semble, avec énormément de guillemets, énormément de conditionnels sur cette histoire, c'est que ce n'est pas forcément négatif sur la thématique à moyen long terme. Si c'est moins cher, si c'est moins demandant en ressources machines ou autres, a priori, c'est plutôt positif pour la demande à terme. Et donc, quand on écoute les spécialistes du secteur, vraiment les analystes micro avec qui on discutait évidemment depuis le début de la semaine là-dessus, ils nous disent tous... on est toujours plutôt contraint par ce qu'on est en capacité de produire aujourd'hui avec une demande qui est toujours très forte. Ce que dit Microsoft chez Azure aujourd'hui. Et ça ne change pas. Et donc, la demande et la thématique restent valables à moyen, long terme. On est là pour des gains de productivité dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ça ne va pas disparaître demain. Maintenant, est-ce que ça peut impacter les earnings d'NVIDIA à court terme? Bien sûr. Est-ce que ça peut changer la rentabilité d'une certaine partie du secteur? Oui. Est-ce que c'est cher? Oui, relativement à au taux, etc. Ça peut redistribuer un peu les forces, quoi. Ça peut. Mais est-ce que ça va changer complètement la dynamique qui est là depuis 2 ans et demi? Satya Nadella, il comparait ça au passage du client-serveur au cloud. Il dit quand on a basculé les clients-serveurs au cloud, au final, à l'arrivée, on a quand même vendu beaucoup plus de serveurs. Exactement. Donc, sur DeepSeek, qu'est-ce que ça vous inspire Gardez à l'IA low cost que cette histoire de l'IA, c'est énormément d'investissements, avec un retour sur ces investissements qui n'est pas forcément évident, et avec des noms qui sont extrêmement chers. Voilà, donc je pense que comment jouer cette histoire de l'IA, peut-être pas sur ces noms les plus chers, mais peut-être jouer sur des gains de productivité au niveau de l'économie et sur des économies qui restent... Et jouer l'adoption plutôt... La diffusion, c'est ça. La diffusion, je pense que c'est peut-être plus intelligent aujourd'hui de chercher mais quel acteur, quel pays, quelle zone économique, quelle entreprise va adopter l'IA et va bénéficier de ces gains de productivité. Bon, c'est déjà joué sur pas mal de noms quand même. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est peut-être une approche à avoir. Si ça jette un trouble sur quelques valeurs stars du Nasdaq, le modèle, les perspectives, etc., ça peut remettre de la lumière ailleurs sur le marché, sur les marchés Alors,
avant l'affaire DeepSeek, on avait déjà un peu plus de lumière sur la bourse européenne que la bourse américaine depuis le début de l'année. Donc ne boudons pas notre plaisir pour une fois que c'est le cas. Ce sera peut-être pas le cas d'ici quelques mois. Donc profitons-en. On m'a dit que c'est un match en 12 rounds. Il y a 12 mois, c'est un match en 12 rounds. Et je pense que ça peut remettre un peu de lumière sur l'économie chinoise aussi. Parce que n'oublions pas qu'il y a quelques temps quand même, il y avait un peu cette idée que la Chine, on leur laisse produire les jouets, on leur laisse produire, bon ok très bien, maintenant vous faites des voitures, mais c'est pas grave, voiture, on n'en a plus besoin. Et puis, nous, on se concentre sur vraiment ce qu'apporte de la valeur ajoutée, c'est de l'IA. Et puis, finalement, il y a peut-être qu'ils sont capables de faire la même chose que les Américains. Et donc, il est possible que ce soit un vrai boost de confiance pour le consommateur chinois et que finalement ça réenclenche une dynamique positive pour l'économie chinoise. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer et qui pourrait avoir des répercussions finalement sur beaucoup de secteurs, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui dépendent de la consommation chinoise quand on souffert un Mais petit ça peu. peut générer chez le consommateur un sentiment supérieur chez le consommateur chinois. Je pense, oui, tout à fait. Intéressant. On m'a raconté la même histoire dans le secteur pharma, biotech. 30% de l'innovation est sourcée en Chine aujourd'hui, dans un secteur très technologique également. Bon, merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. François Collet, DNCA, François Rimeux, Crédit Mutuel Asset Management et Valentine Hénouz, Amundi Institute.